Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, trillionnaire, hein. 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords de dollars en valorisation boursière. Bah, non, il est encore trillionnaire du coup? Je crois pas, hein. C'était du flan ce truc-là. Est-ce qu'il est vraiment trillionnaire? Parce que là, comment il est devenu trillionnaire? Il est devenu trillionnaire avec l'entrée en bourse de Tesla, de SpaceX, pardon. De SpaceX, donc une de ses entreprises. Il a Tesla, évidemment, que vous connaissez, les voitures électriques, vroom vroom. Il a SpaceX, son entreprise aérospatiale. Et en gros, à l'entrée en bourse de SpaceX, il est devenu trillionnaire. Parce que du coup, comme il possède à hauteur de je sais pas combien de pourcents, mais au moins plus de 50% SpaceX, et que c'était ultra valorisé, SpaceX, il est devenu trillionnaire, billionnaire, enfin, il n'y a pas de terme en français. Une fortune de l'ordre de 10 puissance 12 dollars. Première fois de l'histoire qu'un quelqu'un a atteint 1000 milliards de fortune. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'action SpaceX affronte un dur retour dans l'atmosphère, titre Mediapart, un article de Romaric Gaudin, ou plutôt devrais-je dire Romaric Gautz. Hein? J'adore vraiment Romaric Gaudin, que des bangers ces articles dans Mediapart, que des bangers. L'action SpaceX a perdu près de la moitié de sa valeur depuis son plus haut historique, quelques jours après son introduction en bourse. Le marché ne croit plus guère en un conte de fées qui a surtout attiré les adeptes d'Elon Musk. Romaric Gaudin. Donc bon, il faut révéler sa fortune, monsieur Musk. Un peu moins riche que prévu. C'est normal. Est-ce que c'est toujours l'homme le plus riche du monde? Oui. Est-ce que ça veut dire que tout ça, c'est du faux argent? Non. C'est pas du faux argent. C'est juste qu'il était moins riche que prévu. Mais voilà. C'est juste qu'il y a eu une survalorisation à l'entrée en bourse de SpaceX, parce qu'il y a tout un tas de fous furieux fans d'Elon Musk qui se sont dit vas-y, je vais devenir riche, parce que c'est l'homme, c'est un génie sur Terre. Et bah du coup non, en fait c'est beaucoup moins que prévu, et c'est quand même une grosse somme. Hein. Perdre 50% de sa valeur, c'est pas dire que SpaceX s'est effondré et que Elon Musk est devenu pauvre. C'est juste que sa fortune était surévaluée, sa fortune est un peu mieux évaluée à présent, ça reste l'homme le plus riche du monde, et ça reste du vrai argent, parce que l'argent, si c'est de l'argent en cash sur ton compte, c'est moins bien qu'avoir du capital. Si les personnes les plus riches de ce monde ne l'ont pas en vrai argent sur leur compte en banque, c'est parce que justement, ils sont pas totalement teubés. L'argent, faut en faire quelque chose. Tu l'investis. Vaut mieux posséder une usine ou posséder des millions sur son compte en banque. Vaut mieux posséder une usine. Parce qu'en fait, ton argent devient du capital. Et avoir du capital, c'est mieux que d'avoir du cash. Donc c'est du vrai argent. C'est que super profit. C'est du vrai argent. On le redit. C'est même mieux que de l'argent, c'est du capital. Mais bon, du coup, Elon Musk est moins riche que prévu, et ça, on peut s'en réjouir. Et surtout, SpaceX, bon, bah, c'est. Oui, bah ouais. Il y a une bulle autour de ça, quoi. Il y a une bulle autour d'Elon Musk. C'est l'homme le plus riche du monde, mais à un moment donné, il pourrait ne pas le rester, parce qu'il pue la merde, quoi. Il pue la merde, et il y a tout un tas de fantasmes autour de lui, comme quoi c'est un grand génie qui va sauver la Terre. Et ça, c'est en train d'être battu en brèche, ce discours, notamment par sa stupidité et le fait que c'est un fou furieux, quoi. Voilà. Merci Silox76 pour le Prime. Merci beaucoup. Ça reste l'un des hommes toxiques et dangereux de la planète. Ah, tout à fait. Et ça reste l'homme le plus riche du monde. Hein. On est d'accord. Mais bon, on va lire cet article de Romaric Gaudin sur SpaceX. Ça risque d'être fort intéressant. Ça sera l'occasion de parler un peu finance. J'ai envie de parler de ça en ce moment. Mais avant, j'aimerais vous montrer le pathétique de cet homme. On parlait des trucs de clipping, machin, tout à l'heure. L'argent n'a pas d'odeur, mais l'homme le plus riche est puant. Oh, Tartarien de Tartampion dans le chat qui a décidé de dire les termes. Bravo. Regardez, sur x.com, anciennement Twitter, réseau social qui appartient à Elon Musk, un certain compte American Patriot Fever Forever poste des trucs comme ça. Elon Musk enjoying a rare family moment with his children. Every great innovator is also a parent. Regardez ce slop. Il y a des mecs qui postent ça sur le réseau d'Elon Musk. Regardez, Elon Musk est en balade avec sa famille. Ça a l'air d'être un bon père, non? C'est bien. How's everyone doing? Good, look at the big car. Yeah. And the trees. And my bear is happy. He looks very happy. Good job. How's everyone doing? C'est du slop IA dégueulasse, quoi. Ça se voit déjà, premièrement. Regardez, il y a une personne en violet derrière qui disparaît. Look at the big car. Yeah. And the trees. And my bear is happy. He looks very happy. Good job. Le pathétique de cet homme, quoi. Sur son propre réseau social à son nom, il y a des gens qui postent de l'IA à sa gloire. Mais en fait, il n'y a rien de lui avec ses enfants. La moitié de ses enfants le détestent. La meuf qui tend le bras puis s'évanouit, exactement. Cette vidéo a été générée en IA. Aucune vidéo d'Elon Musk avec ses enfants. Oula. Zut. Bon, bref, voilà quoi. Alors que, voilà, sur un compte basé au Pakistan, c'est pas clair. Mais on parle de ce genre de personnage, hein, Elon Musk, vraiment. Ce méchant de film est éclaté, quoi. Alors qu'en vérité, j'ai vu un truc il y a pas longtemps. Attendez, faut que je le retrouve. Voilà ce que disent certains de ses enfants. Sur lui. Ça, Vivi Lainous, c'est une fille d'Elon Musk qui déteste son père. Et il est en mode genre,
Maintenant, le nouvel angle d'Elon Musk, c'est parler de valeurs occidentales et de dire que c'est un homme chrétien, un family man chrétien. Mais c'est extrêmement bizarre de la part d'Elon Musk. C'est ça, la fille d'Elon Musk qui s'adresse à Elon Musk. Hein. Tu n'es pas un homme de famille, tu es quelqu'un qui fait de l'adultère en série et qui n'arrête pas de mentir à propos de tes propres enfants. Tu n'es pas un chrétien. Du peu que je sache, tu n'as jamais foutu le pied dans une église. Tu n'es pas un bastion pour l'égalité et le progrès. Tu appelais l'arabe le langage de l'ennemi quand j'avais 6 ans. On a porté plainte contre toi pour des discriminations multiples et tu viens de l'Afrique du Sud de l'apartheid. C'est chaud, hein. Vraiment, c'est chaud. Hein. Tu n'es pas en train de sauver la planète. Tu n'en as rien à foutre du changement climatique et tu mens à propos de ta civilisation multiplanète, à la fois comme une excuse, mais aussi pour qu'on te voit comme le PDG de Ready Player One. J'aimerais mentionner le birth rate, le stuff, les choses sur le taux de fécondité. Mais je ne suis pas. But I am not touching that weird. Quoi? C'est un peu dur à traduire ça. But I am not touching that weird 14 worlds breeder shit with a 10-foot pole. À toi tout seul, tu as réussi à me délusionner à quel point on se sent coupable en tant qu'espèce. Parce que d'une certaine manière, les gens continuent à croire en toi pour des raisons qui m'échappent. C'est un peu dur à traduire en direct. Hein, voilà. Alors, est-ce que t'es là, Elias? T'es là, Elias? J'ai vu que t'étais là tout à l'heure. Elias m'a déjà vu en train d'essayer de traduire un texte. Est-ce que ça te rappelle pas un souvenir, moi, qui traduis en direct? Ça vient pas de te rappeler un truc? C'est pas évident. À un moment donné, on était dans un Uber, on était dans un taxi avec Elias. On payait à 3, on était à 3. C'est au cœur de la canicule. On rentrait chez moi, il y avait Germaine avec moi et Elias. Et j'étais pété à l'alcool. Hein. Je dis pas le contraire, j'étais pété à l'alcool. On a commencé à parler de géopolitique. Alors j'étais bourré. J'ai commencé à faire le tanky bizarre. On parlait de la Russie, bon bref, peu importe. Et moi j'étais pété quoi. Elias ça allait, Germaine ça allait. Moi j'étais vraiment pété à l'arrière du tacos. Et j'ai commencé à vouloir lire un truc qui était écrit en anglais. Et j'étais en mode attends, je vais le traduire. Et je l'ai traduit en direct. Et du coup, je parlais comme ça et je galérais à parler. Et le conducteur, il savait pas que j'étais en train de traduire un texte en direct. Du coup, j'avais l'air bourré. Et c'était interminable à essayer de lire le truc. Et du coup, tout le monde était genre, ouais, jusqu'à ce que Germaine dise, bon, ta gueule, c'est bon. On s'en bat les couilles de tes trucs là. Pourquoi tu essaies de traduire un texte en anglais sur la bureaucratisation stalinienne là? T'es bourré, t'es chiant. Et le chauffeur a rigolé. Tu vois, l'alcool soviétique. Et oui. Bah, c'est comme la traîne qui est en ce moment. La personne que je pense que je vais être si je picole et faire la fête, c'est la personne que je suis réellement. Bon, bref, voilà, c'était marrant. Et là, bon, quand je suis sobre, j'arrive un peu à mieux le faire quand même, Elias. On est d'accord. C'est dur de traduire en direct un texte écrit quand c'est écrit par des Américains. Ça va, je me suis un peu mieux démerdé. Bon, tout ça pour dire qu'Elon Musk, vraiment, c'est un personnage, c'est un grotesque personnage de film, quoi. Un méchant de film, tout simplement. Un méchant de film. Et on va lire l'article sur SpaceX. Voir à quel point il y a tout un tas de gens qui s'illusionnent autour de lui, qui le voient comme un grand gourou, mais que ça travestit la réalité économique de ce qu'est l'empire d'Elon Musk, un méchant de film nul, exactement. J'en profite pour vous dire que Germaine Fourchette, dans son infinie mansuétude, merci à Chachine pour le Prime, m'a apporté un sandwich. Ça me rend très très heureux, ainsi qu'une banane. Parce que c'est fait un sandwich, du coup on en a fait 2 au passage. Je la mangerai après pendant le React sur la Chine. Qu'on va pouvoir faire, putain, déjà 3h16 de live. J'espère qu'on va pouvoir le faire aujourd'hui au Nibaku. Je te garantis pas à 100% qu'on puisse le faire aujourd'hui parce que je suis claqué et c'est la canicule, donc j'espère. Mais là, on est parti sur cette séquence-là, donc on va lire l'article. Si je vois que j'en peux plus, j'essaierai quand même de faire le dernier réact sur la Chine, mais je te garantis pas rien. Je suis végétarien en plus. Je te garantis pas à 100%. Pardon si jamais on le fait pas aujourd'hui, mais je vais essayer. Allez, donc c'est parti. L'action SpaceX a perdu près de la moitié de sa valeur depuis son plus haut historique, quelques jours après son introduction en bourse. Le marché ne croit plus guère en un conte de fées qui a surtout attiré les adeptes d'Elon Musk. Le 12 juin, SpaceX, l'entreprise Elon Musk spécialisée dans les satellites, réalisait la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Tout simplement. En vendant à peu près 5% de son capital à hauteur de $135 par action, la firme avait réussi à lever 86 milliards de dollars, soit environ 75 milliards d'euros. Le 16 juin, le titre avait atteint en séance $225, soit une hausse de 67% en 4 jours. C'est pas un peu zarbi ça? Une entreprise qui prend une hausse de l'action, c'est une hausse de la valorisation boursière de l'entreprise. Une action, c'est un bout d'entreprise. Tu peux décider de vendre une partie de ton entreprise à hauteur de, je sais pas, tu vends 1000 actions. Tu dis 50% de ma boîte, enfin je vends, je sais pas, 1000 actions dans l'entreprise, c'est vendre 1000 petits bouts d'entreprise. Vous voyez? C'est ça une action.
Une action peut pas forcément être intégralement cotée en bourse ou pas intégralement, mais une action, c'est un petit bout d'entreprise. Donc si l'action augmente, si une action, je sais pas, c'est 0,01% d'une entreprise, si l'action passe de 135 $ à 225 $, et ben c'est en gros la valorisation boursière de l'entreprise entière qui augmente. En fait, c'est la même chose. Le cours de l'action qui augmente, c'est la même chose que de dire la valorisation de l'entreprise augmente. Si l'entreprise est cotée en bourse, en gros. Et donc là, ça veut dire que la valorisation d'une entreprise comme SpaceX, juste avec une rentrée en bourse, augmente de 67%. Est-ce que ça pue pas un peu la merde? C'est que là, d'un seul coup, on se dit, ok, l'entreprise est 67% plus rentable qu'avant. Ça n'a aucun sens. J'aurais dû shorter dessus, putain. Bah oui. Par contre, effectivement, quand il y a des variations massives dans les marchés financiers, si tu te démerdes bien et que tu paries sur cette hausse ou que tu paries sur une baisse, tu peux te faire un gros billet. Donc tout ça, bon voilà, c'est le capitalisme financier à ce qui se fait de pire. Et donc ce truc de « Oh, Elon Musk est le premier trillionnaire », c'était un peu évident que ça allait redescendre et que peut-être que sa fortune était surévaluée. Remarquez que j'ai pas fait de sujet là-dessus, moi, quand on est devenu le premier trillionnaire. Je me suis dit ouais. Ouais. Ça reste l'homme le plus riche du monde et ça reste l'enflure qu'il pense être. Non, qu'il ne pense pas être d'ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment le premier trillionnaire? Je ne sais pas ce que c'est c'est le que premier le super trillionnaire pour profit. 2 semaines et que derrière ça redescend. Moi, j'en ai pas parlé, vous aurez remarqué. Fallait s'y attendre. Merci Kimix2 pour ton 4e mois d'abonnement. Heureusement que Tesla, c'est du solide. Inch'Allah. Bon. Il y a moyen, enfin, vous voyez la valorisation boursière de Tesla par rapport aux autres OEM, des autres constructeurs automobiles? Est-ce que quelqu'un a le graphique? Je vais essayer de le trouver. Il y a un graphique qui est très bien fait de la valorisation des différents constructeurs automobiles. Super profit. C'est où? Avec des bulles là. C'est où? Aïe aïe aïe, non, il y en a une qui est incroyable. C'est pas ça, c'est des vieux trucs là. Le 5 graphique, non. Tesla a perdu 25% en 2 jours. And so it begins. Ah, merci, c'est bon, j'ai retrouvé. Je dis merci, mais je l'ai retrouvé tout seul. Regardez, pour parler de Tesla. À un moment donné, c'était ça. Alors ça... Non. Putain, Reddit de merde. À un moment donné, c'était ça. Ça date de quelle année, ça? Source, quelque part? Je sais plus. C'est pas surévalué à ce stade, on parle de perlimpinpin. Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. À un moment donné, Tesla s'était évalué à hauteur de 1,4 trillion of dollars. Donc 1400 milliards de dollars, c'était évalué. Et casse-toi, j'ai déjà un compte. Putain, shit. Non, j'ai déjà un compte. Je vais pas me connecter avec mon compte. Casse-toi. Casse-toi! Ah! Non, je me connecterai pas avec mon compte Reddit. Pas... Quelqu'un à l'image, pas sur Reddit? Putain, casse tes couilles. Pas toi. Pardon, je suis désolé. Pourquoi on peut pas juste ouvrir l'image dans un nouvel onglet? Ah, c'est mal branlé, j'en ai marre. Bon, je vais prendre une autre image, ça change pas grand-chose. Il y a plein d'images comme ça. C'était en quelle année, ça? Je voulais celle-là. Ah, je sais. Ah non, c'est où? C'est où? Ah, c'est là. Voilà. C'est bon, je me suis démerdé, excusez-moi. Pardon. Hop là. Bon, l'image est pas... Si, c'est parfait. Ok. Donc ça, je sais plus en quelle année c'était. C'était il y a quelques années. C'était en décembre 2024. En décembre 2024. Ça, c'est la valorisation boursière. Super profit. Merci beaucoup, Lala du 25. Salut, Lala du 25, comment ça va? Ça fait longtemps. 35 mois. 35 mois consécutifs ou pas? Oh, quasiment. Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. C'est normal, j'ai commencé en août il y a 3 ans, Twitch. Merci beaucoup pour ta fidélité sans faille. Incroyable. Toi, t'es vraiment une OG de chez OG du chat. Hein. Toi, t'étais là, on était 80 viewers. On était 80 viewers quand t'étais là, Lala du 25. Maintenant, on est 2000. Je sais pas si on est 2000 là, mais oh, putain, quel chemin parcouru. Comme Tesla finalement. Non, bref, merci beaucoup. Mais je reviens sur tout ça. Donc, ça, c'était en décembre 2024. 1400 milliards de valorisation boursière pour Tesla. 1400 milliards. Hein. À côté de ça, pour vous dire, voilà, Ferrari, 81 milliards. Toyota, grande marque japonaise, gros constructeur automobile, 231 milliards. Ford, 41 milliards. General Motors, qui fait beaucoup d'entreprises aux États-Unis, de voitures aux États-Unis, 58 milliards. On est où les Français? Cocorico. Renault et Stellantis. Renault et Peugeot, c'est ça là. À côté de ça, juste Tesla, 1,1400 milliards.
Ça, c'était en décembre 2024. Après, Ferrari, peu en volume. Ouais, mais c'est Ferrari, déjà, une max de prestige. Ils ont les trucs dans la course automobile. Et puis, c'est Ferrari, quoi. Ils construisent des voitures, quoi. Juste toute la Chine, c'est ça. Toute l'Allemagne, regarde, Mercedes, Volkswagen, tout ça, c'est un petit bout de ce que valait Tesla à un moment donné. Donc, c'est évident qu'il y a une surévaluation du coût de Tesla, enfin, de la valorisation de Tesla, et que ça va redescendre. Et c'est en train de redescendre, d'ailleurs. Parce que Tesla, ils construisent des voitures électriques. Bon, certes, mais à un moment donné, c'était ultra surévalué. Ils font des voitures électriques de... Ça m'a fait peur. Ils font des voitures électriques, certes, quoi. Mais il y a des gens qui disaient, ok, petit 1, Elon Musk est un génie. Petit 2, la voiture électrique, c'est l'avenir. Donc, de ces deux trucs, j'en déduis que Tesla, c'est l'avenir, ça va valoir 1400 milliards de dollars. Sauf que ça commence à redescendre parce que non, quand tu compares le volume de voitures produites par rapport à la valorisation boursière, c'est complètement con. Donc ça va redégonfler. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, mais ça peut redescendre. Ça redescend à une seule condition, c'est que les gens ne croient plus en lui et ne croient plus en ses entreprises. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que c'est du faux argent. Vous voyez ? Il pourrait ne plus être l'homme le plus riche du monde. C'est du capital, c'est le capitalisme. Mais c'est pas le cas de quasi toutes les introductions en bourse. Souvent, il y a un bond, il paraît. Mais je vous propose justement de lire l'article de Romaric Godin. En tout cas, voilà, Tesla était aussi valorisé grâce aux voitures autonomes. Merci. Donc, ils promettaient des voitures électriques qui se conduisent toutes seules. Vu qu'elles vont pas se conduire toutes seules, a priori, prout, ça redescend et ça redégonfle. Voilà. Et c'est là d'être à peu près la même chose sur SpaceX. Donc, c'est tant mieux. Elon Musk, peut-être le début du downfall d'Elon Musk. Inch'Allah. Allez, j'en remets mon clip préféré. Allez, c'est parti, on va lire. On a déjà commencé à lire. Le rêve s'est transformé... donc oui, on disait... Introduction en bourse, bond de hauteur de 67% du titre de l'action SpaceX. À ce moment, la valeur boursière de SpaceX approchait les 2700 milliards de dollars, faisant de ce groupe le 5e du monde en matière de valorisation boursière devant Amazon. Amazon, ça dégage. Enfin, non. Amazon, c'est trop bien, Amazon. Vous vous rendez compte ? Amazon, c'est eux qui fournissent les serveurs pour que vous puissiez me regarder aujourd'hui sur Twitch. Amazon, c'est quand même concret. Combien de gens ont un abonnement à Amazon Prime ? Ils ont Prime Video, ils ont la plateforme Amazon pour vendre des choses, des leaders dans l'e-commerce, ils ont des entrepôts partout dans le monde. Amazon, c'est une vraie entreprise avec un vrai chiffre d'affaires, Amazon. En plus, c'est Twitch, donc du coup, c'est une entreprise, moi, que j'aime beaucoup. Jeff Bezos, si tu me vois, je change rien. Je préfère 100 Jeff Bezos à un seul Elon Musk. Hein. Toi, au moins, tu fais du vrai business. C'est pas vrai, Jeff. Toi, c'est pas survalorisé, Amazon. C'est une dinguerie quand même, vous imaginez ? SpaceX valorisé au-dessus d'Amazon, alors qu'Amazon crée autant d'emplois grâce à leurs entrepôts partout dans le monde et propose des services extrêmement performants, que ça soit Twitch.tv, Prime Video, AWS. Vous vous rendez compte que SpaceX soit évalué au-dessus d'Amazon, c'est quand même fou. Ça montre bien que c'était surévalué. Voilà. Je plaisante. Mais non, je plaisante pas pour de vrai. Pour de vrai, je plaisante pas. C'est que Amazon ont une vraie activité économique. Amazon, c'est un monstre tentaculaire, Amazon. Vraiment. Il y a combien de centaines de milliers de salariés qui bossent pour Amazon ? Il y a combien d'entrepôts, dans combien de pays Amazon sont ? SpaceX, ils fabriquent des fusées. C'est pas rien de fabriquer des fusées. Mais en termes de chiffre d'affaires, en termes d'activité économique réelle, Amazon et SpaceX ne jouent pas dans la même catégorie. Donc que SpaceX soit évalué au-dessus d'Amazon, ça montre bien que c'était vraiment surévalué. C'est là où je voulais en venir, premier degré. Et c'est pas pour rien que Romaric Godin, qui connaît le sujet, a justement écrit devant Amazon dans son article. C'est te dire que c'était pas normal à un moment donné que SpaceX, via son introduction en bourse, soit devant Amazon, alors qu'en termes d'activité économique réelle, ça c'est pas comparable. Voilà. Quand on fera le communisme, on socialisera Amazon et on liquidera SpaceX. Exactement, Onibaku. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Donc merci Jeff Bezos, et là je suis premier degré, d'avoir créé tout un tas de choses en termes de logistique que si on les socialisait, si on les nationalisait, on les socialisait, on en ferait un outil du communisme libéré du travail. Merci pour les robots dans les entrepôts. Merci pour ça. Si on le collectivise et qu'on arrête d'exploiter des employés en leur donnant des conditions de travail innommables et qu'à la place, on collectivise sa technologie pour pouvoir faire le communisme, bah merci. Voilà, merci. Ça, c'est de l'appareil de production, je peux te dire, mon Jeff. Ça, c'est de l'appareil de production qu'on va bien collectiviser. Stylé, ça. Ça, on va bien se le réapproprier, ce moyen de production. Merci pour la tech, merci pour la technologie, mais voilà. Tout à fait. Merci Jeff de proposer des conditions de travail pitoyables à des milliers de personnes travaillant dans les entrepôts Amazon. Mais le séditieux, je comprends pas ce que j'ai dit. Je disais pas ça. C'est le principe, bon. Non, merde, pas ça. Je me suis trompé. Le communisme, un principe absolument central dans le communisme, c'est que il faut abolir la propriété privée des moyens de production. Il faut que les travailleurs se réapproprient les moyens de production pour les mettre au service de la classe ouvrière, de la classe des travailleurs, au lieu de la classe capitaliste.
Actuellement, les moyens de production d'Amazon appartiennent à Jeff Bezos et la classe capitaliste. Il s'en sert pour exploiter une classe ouvrière dans des conditions minables. Si on fait une révolution communiste, ces moyens de production seront collectivisés et mis au service des travailleurs au lieu de les mettre au service de la classe capitaliste, représentée ici par Jeff Bezos, qu'on salue. Voilà, donc c'est le principe du communisme. Il y a ce côté, ok, vous avez développé les forces productives, les capitalistes ? Ok, bah on va vous les reprendre. C'est littéralement le principe de base du communisme. J'attends les vrais communistes en France, du coup, bah moi aussi le séditieux, t'inquiète. On va les faire advenir, Tu peux compter sur moi. Je te pointe avec ma banane en disant ça. C'est bon ? On va lire le suite de l'article. Donc devant Amazon, qu'on collectivisera un jour. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar. L'action a engagé une descente aussi violente que celle de ses fusées dans l'atmosphère. Le 18 juin, son prix était passé sous les $190. 4 jours plus tard, il passait sous les $155. Puis du 9 au 20 juillet, le titre a connu 7 séances consécutives de baisse, passant le 16 juillet sous son prix d'introduction et même sous $120 le 20 juillet. Bah alors Elon Musk, c'est nul. Moi je me souviens avoir vu des clips justement, on parlait des clips tout à l'heure. Des clips de gens qui sont en mode genre, je suis devenu multimillionnaire grâce à SpaceX. Ah bon ? Bah t'as perdu tout ce que t'as mis. Vraiment le casino, hein. Après quelques jours de consolidation, l'action SpaceX a de nouveau plongé mercredi 22 juillet, perdant 6,7%. Vous l'avez ? Perdant 6,7% pour clore à $115,26, soit près de $20 en dessous de son prix d'introduction. Le 13 juillet, un nouveau plus bas historique à $110,85 a été atteint en séance et le 24, l'action a fini par rebondir pour atteindre $115 à la clôture de séance. À ce niveau, le titre affiche un recul de 14% par rapport à sa première cotation et de 49% par rapport à son plus haut de séance. Ok, donc il a introduit à une certaine, à une certaine valeur, ça a doublé, ça a augmenté de 70% et ça a redescendu 14% en dessous du prix initial. Donc en fait, ça a baissé. Entre le moment où ça a été un produit en bourse et la cotation actuelle, ça a baissé de 14%. Voilà, vous pouvez retenir ça. En gros, ça fait ça. Ça a été introduit comme ça fait... Et ça a redescendu plus bas de là où c'était parti. En un peu plus d'un mois, la valorisation boursière... De quoi ? J'en suis où ? Non, c'était là. En un peu plus d'un mois, la valorisation boursière du groupe était retombée jeudi à $1 530 milliards, effaçant ainsi près de $1 200 milliards, effaçant. Un peu plus que le PIB annuel de la Suisse. SpaceX est retombé à la 9e place mondiale du classement des entreprises mondiales les plus valorisées, voilà, laissant quand même le top 4 à Amazon qui a au moins créé de l'emploi. J'arrête de sucer Amazon ironiquement. La défiance du marché face à l'entreprise se retrouve aussi dans cette dette cotée. Fin juin, alors que l'action commençait à reculer dangereusement, Elon Musk a décidé de lancer une obligation à 30 ans au taux de 6,65% pour un montant gigantesque de $25 milliards. L'affaire avait là aussi été un succès à la souscription. Une obligation à 30 ans ? Comment ça ? Il a demandé des obligations ? Les agences de notation avaient garanti une note BBB au groupe, lui évitant le statut peu enviable d'obligation pourrie, junk bond. Donc une obligation, une action c'est un petit bout d'entreprise, une obligation c'est une dette que tu contractes. C'est en mode genre, hey, j'ai besoin de 1 000 euros, tu me files 1 000 euros, je te rends 1 200 euros un jour. Et du coup tu vas sur les marchés financiers, sur le marché de la dette obligataire, tu peux dire, ok vas-y, je te file 1 000 euros à 2, 3, 4, 5%, peu importe, sur un temps d'année, et à la fin, bah, tu me rendras un peu plus que je t'ai prêté. C'est un prêt sur les marchés financiers, une obligation. Voilà, c'est les deux types de produits financiers basiques sur ce qu'on appelle le marché primaire quand ça finance réellement des entreprises. Une obligation, c'est pas une action d'État. Non, tu peux pas acheter des actions d'un État. Tu peux pas dire, je suis propriétaire à hauteur de 3,5% de la France. Une obligation, c'est une dette. C'est de la dette, tout simplement. Tu peux acheter de la dette obligataire française, par exemple. La France, pour boucler son budget, et en déficit, elle va dépenser plus d'argent qu'elle en prélève via l'impôt. Et bien la France, pour faire ça, pour pouvoir boucler leur truc, en s'endettant, ils émettent des obligations sur les marchés financiers. Ils vont voir les marchés financiers, ils font « Coucou, c'est moi, Emmanuel Macron !» Je vais faire la France avec la voix de Macron. « Coucou, c'est moi, la 5e République française. J'aurais besoin de quelques milliards pour boucler mon budget 2026. Est-ce qu'il y a des gens sur les marchés financiers qui sont prêts à me prêter de l'argent? Je vous le rendrai à un taux défini par Standard & Poor's. Dans 7 ans, la dette roule bien. On est super safe, vous inquiétez pas. Je vous rends 3% d'intérêt. Dans 7 ans, on fera rouler la dette et on vous remboursera. Quelqu'un est prêt à me prêter quelques milliards? Voilà, la France dit ça sur les marchés financiers. Et du coup, les investisseurs peuvent choisir. Et en vérité, c'est un prêt très très safe. Généralement, c'est pas énormément de pourcents. Des investisseurs privés ou n'importe quoi peuvent dire « Ok, je prête $100 000, 100 000 euros à la France. » C'est en euros du coup.
Je prête 100 000 euros à la France et dans 7 ans, j'aurai 110 000 euros. Imaginons. 3 acheteurs pour un titre de dette? Bon, je sais pas. Mais en gros, c'est ça une obligation. Et donc, du coup, quand la France s'endette, évidemment, c'est sur le marché obligataire, c'est des prêts. Ils contractent des prêts à. Et en moyenne, ils prennent 7 ans pour rembourser tous leurs prêts. C'est-à-dire que la dette, c'est intégralement renouvelée en l'espace de 7 ans. Si je dis pas de bêtises, bon. Tout ça pour dire que, en gros, Elon Musk a, en plus de ça, émis des obligations parce qu'il avait besoin qu'on lui prête. C'est bien ça? D'obligations à 30 ans au taux de 6,65%. Donc, c'est Elon Musk est arrivé et a dit j'aurais besoin de 25 milliards de dollars. Qui me prête 25 milliards de dollars, je vous rends ça avec un taux de 6,65% en 30 ans. Et du coup, les agences de notation avaient garanti une note BBB au groupe SpaceX, lui évitant le statut peu enviable d'obligations pourries. C'est-à-dire des obligations qu'on a, il y a un bon rendement dessus, mais il y a une bonne chance aussi qu'on ne te rembourse jamais. C'est une question de risque et de récompense. Pourquoi la France arrive à emprunter sur les marchés financiers? Parce que la France ne va pas faire faillite. La France est un grand pays avec beaucoup d'activités économiques. La France rembourse petit à petit ses dettes. Elon Musk, qui demande 25 milliards au marché financier, est-ce qu'il sera capable via SpaceX de les rembourser? C'est pas sûr, mais heureusement que les agences de notation, du coup, ont garanti une note à SpaceX pour que les gens prêtent, quoi, pour que les gens prêtent à Elon Musk. En gros, c'est ça. J'espère que c'est bien résumé. 30 ans, c'est long. 30 ans, c'est long pour des obligations. Une telle note permettait à la plupart des gérants de fonds de souscrire et, de fait, les demandes se sont élevées au chiffre impressionnant de 89 milliards de dollars, soit 3,6 fois l'offre. Ok. Mais une fois sur le marché, la dette SpaceX 2056, c'est 30 ans, a commencé à faire l'objet d'une tendance forte à la vente. Le prix a baissé et en conséquence, le taux s'est envolé. Sur le marché obligataire, on mesure généralement une baisse de prix par une hausse du taux de rendement qui en est la conséquence mathématique. Ok. Donc il y a des investisseurs qui sont en mode genre, vas-y, on veut de la dette SpaceX. 89 milliards de dettes, ils ont contracté SpaceX. Et après, une fois la dette mise sur le marché, il y a plein de gens qui ont revendu leur titre de dette de SpaceX. Voilà, la finance. De fait, rapidement, l'écart de taux avec les bons du Trésor états-unien, de même maturité, de même date d'échéance, c'est un peu technique, un indice sur la prime de risque demandée à SpaceX a explosé. Il est passé de 175 points de base, donc 1,75 points de pourcentage, à la souscription à 231 points de base à la mi-juillet. Une hausse notable sur ce type de marché qui place désormais l'obligation SpaceX parmi les obligations pourries malgré sa note BBB. Ouais, c'est... Ok, voilà. Alors, je vais résumer avec des mots simples. En gros, Elon Musk a dit on va introduire en bourse SpaceX. La valorisation de l'action SpaceX et donc de l'entreprise a explosé parce qu'il y a des gens qui s'étaient en mode genre let's go, on va se faire plein de thunes dessus. À côté de ça, Elon Musk a contracté 89 milliards de dettes garanties par les banques via la note BBB à 6% sur 30 ans. Plein de gens se sont empressés d'aller acheter de la dette SpaceX, sauf qu'au final, ils sont arrivés avec leur dette SpaceX, directement, ils l'ont revendue sur les marchés financiers pour essayer de se faire un billet facilement, quoi. Et étant donné qu'il y a beaucoup de dettes SpaceX qui a été revendue tout de suite, et bah au final, le Trésor américain et les agences de notation ont dit non, maintenant c'est de la dette pourrie tout ça. C'est de la dette qui sera peut-être jamais remboursée. Et donc ça a augmenté le taux sur la dette, parce que c'est plus risqué, et ça a surtout augmenté les chances qu'Elon Musk ne revende jamais sa dette. Donc c'est du putain de scam. C'est du putain de scam. Et quand il y a un scam, c'est un jeu à somme nulle. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Il y a des gens qui se sont fait quelques millions sur ce truc-là, il y a des gens qui ont perdu quelques millions aussi. Voilà. Tout le monde n'a pas perdu dans l'affaire. Certes, Elon Musk a dû renoncer son titre honorifique d'unique personne disposant d'une fortune supérieure à 1000 milliards de dollars, qu'il avait acquis après le 12 juin. Selon le site de Forbes, qui calcule les fortunes en temps réel, celle d'Elon Musk était le 22 juillet au soir de 725 milliards de dollars, soit environ 637 milliards d'euros. Donc il n'est plus trillionnaire et on s'en réjouit, mais bon, 700 milliards, c'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Ah non, je l'ai pas, ça dans mes trucs. Il devançait cependant encore de loin, son poursuivant immédiat, le dirigeant de Google, Larry Page, dont la fortune est estimée à 263 milliards de dollars. Attendez. 263 versus 725. Hein. Il a le triple quasiment. Donc, est-ce que c'est du faux argent? Pour le coup, c'est pas... Quand on parle de faux argent sur les capitalisations boursières et tout, c'est un argument de droite. Mais pour Elon Musk, c'est un peu du faux argent quand même. C'est un peu du faux argent. Pour le coup. L'homme bulle, hein. L'homme bulle. Que le mec de Google soit à 263 et que ce connard d'Elon Musk soit 2,5 fois plus. Google est quand même plus utilisé que les trucs d'Elon Musk. SpaceX et Tesla, oui, bon bah ok. Tout le monde utilise Google en permanence. Google, c'est aussi les serveurs. Google, c'est eux qui tiennent les régies publicitaires de tout Internet. Via Google AdSense et compagnie. Ils ont YouTube, ils ont Google, ils ont tout un tas de trucs. Des IA et compagnie. Amazon, ils ont tous les putains de serveurs d'Internet. Via AWS et des trucs comme ça. Elon Musk, il a SpaceX, constructeur de fusée,
Tesla, constructeur de voitures électriques qui est surtout utilisé aux États-Unis. Il a 3 fois plus que les Amazon, que les Google en valorisation boursière. Allô? Bill Gates, qui a Microsoft, qui est utilisé sur tous les PC de la Terre entière, il lui arrive pas la cheville. Allô? Le downfall d'Elon Musk va être savoureux. Ça sera peut-être aussi le downfall de Trump. Et ça sera peut-être une petite accalmie sur la période états-unienne qu'on traverse, qui est absolument à vomir. Mais genre, t'oublies PayPal et X. X.com, ça vaut que dalle. Hein. Il y a PayPal, c'est vrai qu'il y a PayPal. Mais X.com, il y a aussi... Ah non, pardon. Il y a Boring Company. Et XAI. Ah oui, à Grok, c'est vrai. Non, mais attendez. Boring Company, vous foutez de ma gueule. 4 milliards, 20 milliards. La Boring Company relancée en 2026. C'est celui qui devait construire des tunnels, là. C'est celui qui devait construire des tunnels aux États-Unis. C'est valorisé à combien, ça? La société discuterait de lever d'environ 4 milliards de dollars sur la base d'une valorisation proche de 20 milliards. C'est 20 milliards, hein, The Boring Company. C'est les tunnels qu'ils ont fait à Las Vegas, la plus grosse arnaque. Non mais rendez-vous compte. Rendons-nous compte, Elon Musk. Le gars, il a fait du lobbying pour éviter de construire des lignes de chemin de fer en Californie et des TGV aux États-Unis. En promettant aux États-Unis qu'il allait faire l'hyperloop avec son génie. L'hyperloop. Une nouvelle technologie révolutionnaire qui, en creusant des tunnels et en mettant des trucs sous vide, permettrait d'être bien plus efficace que des chemins de fer. Il a fait du lobbying intense, ils n'ont pas fait. Ils n'ont jamais construit les chemins de fer aux États-Unis, qui ont été faits avec de l'argent public, entre autres, mais pas que. Ok? Derrière, il a fait quoi? Il a dit, on va faire un prototype d'hyperloop à Las Vegas. Il a creusé un tunnel de merde dans lequel tu allais en voiture autonome Tesla. Et depuis, que dalle. Donc le mec a empêché, à lui tout seul, parce qu'il y a suffisamment de débilos financiers américains qui croyaient en ses mensonges pour dire, ouais, il va révolutionner la technologie américaine. Et à cause de ça, il n'y a pas de chemin de fer aux États-Unis. Et c'est quoi le résultat? C'est ça. L'hyperloop de Vegas. Un vieux tunnel de mort à Las Vegas dans lequel tu vas en Tesla et la Tesla, elle va automatiquement sous Las Vegas et elle ressort de l'autre côté. Le scam. Alors que le métro existe depuis 2 siècles. Et ça a marché. Et les gens croient en lui. Et vas-y que ça lui suçait la bite dans The Big Bang Theory et Iron Man 2. On parle d'Elon Musk. Hein. Qui ça, Elon Musk? On va le vivre. Pour le coup, on va peut-être pas vivre la révolution communiste que je parlais avec Amazon. Hein. Je suis pas sûr qu'on vive de notre vivant la socialisation de Amazon. Mais par contre, le downfall d'Elon Musk, je refuse de croire que je ne vivrai pas de mon vivant le downfall d'Elon Musk. Je refuse de croire que je ne vivrai pas son downfall de mon vivant. C'est sûr. Donald Trump, en ce moment, il est en perte de vitesse. Il va se faire dégommer au midterms. Hein. Il est fini. Il y a une ambiance de fin de règne pour les Trumpistes et pour Elon Musk. Surtout pour Trump. C'est une zinzinerie. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment. Il va se prendre la dérouillée de sa vie au midterm, ce gars-là. Elon Musk suivra, on a déjà commencé. J'en suis convaincu. Elon Trumpaniaou, c'est dur à prononcer. Ouais. Alors bon, est-ce qu'on va vivre le downfall des sionistes israéliens, de Netanyahou et ses sbires et tous les autres? Je sais pas. S'il y a les midterms, non mais wesh, non mais oh. Et il y en a, vous aimez bien vous faire peur. Hein. Il y en a quand même, vous aimez bien vous faire peur. Hein. Il y en a, vous avez lu Yoann Chapoutot dire c'est les années 30, vous croyez, genre c'est exactement comme les années 30. Ça va, on vit dans un monde tout mignon à côté des années 30. Quand même. Je dis pas, hein, il faut prendre au sérieux ces analogies. Moi, je n'hésite pas à dire que Trump est un fasciste. Il a un rapport fasciste au pouvoir. Il aimerait faire des États-Unis un régime fasciste. Matt Trump et sa casquette Trump 2028? Ah bah oui, il n'y aura pas les midterms alors. Il va annuler les midterms. Source. Vous pensez qu'il a le pouvoir d'annuler les midterms? Il va annuler les midterms sans base populaire. Il a des milices trumpistes qui sont en train, armes à la main, d'intimider les villes. Il n'a pas le pouvoir de faire ça. Il va se prendre la dérouillée de sa vie. Il a le pouvoir de s'endormir en finale au Madison Square Garden des Knicks contre les Spurs et que l'intégralité du monde le déteste. Il a le pouvoir de se faire huer quand il apparaît sur l'écran pendant la Coupe du Monde. Il a l'ice, ouais. Vous pensez vraiment qu'il n'y aura pas de midterms à la fin de l'année? Vous pensez qu'il va pouvoir faire ça comme ça sans qu'il y ait de réaction?
et que les États-Unis feraient « Ah non, merde, zut, bon bah tant pis, Trump pour l'éternité ». Vance c'est flippant aussi, je dis pas qu'ils sont flippants. Jamais de la vie il peut annuler les midterms. Mais qu'il essaye, hein. La fois qu'il a essayé de faire un coup d'état, ça s'est bien fini pour lui. Alors certes, il est revenu au pouvoir. Macron 6 fait huer, mais les gens vont quand même voter Attal car ils sont brain dead, lol. On verra, hein. Il est haut dans les sondages, Attal, là? Ça va. Ça va. Ils peuvent tout faire. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'ils puissent tout faire. Je pense pas qu'ils puissent tout faire. Je pense vraiment que là, il est en perte de vitesse au sein des Américains, notamment à cause de l'Iran. Il a plus de base républicaine. En fait, les républicains n'arrivent pas à créer autre chose que Trump. Mais les républicains sont en perte de vitesse de zinzin. De zinzin, sa mère. Copium, mais vous vous intéressez à la politique américaine un peu ou quoi, juste? Est-ce que vous vous intéressez un peu à la politique américaine qui me disent copium? Il y en a, c'est en mode Trump a gagné, jamais de la vie, il ne chargera le pouvoir, il ne laissera le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est fini. Et les États-Unis, maintenant, c'est plus une démocratie, ça ne le sera plus jamais. Il a dit qu'il se présentera aux prochaines élections présidentielles. Oui, mais attendez, c'est Trump. Vous prenez tout ce qu'il dit pour argent comptant. Et il va se baver dessus et mourir d'un AVC avant, probablement. Hein. Le problème, c'est que les démocrates sont au moins autant des bozos. Bah, ça bouge là chez les démocrates un tout petit peu. Hein. Là, pour la primaire démocrate, pour la toute première fois, Alexandria Ocasio-Cortez est en tête des sondages. En gros, il se passe des trucs au sein du Parti démocrate. Au Parti du démocrate, il y a des gens de la DSA qui sont en train de, les Zoran Mamdani et compagnie, qui sont en train de prendre de l'importance de fou. Pour de vrai. À tel point qu'on a plus. Sur le subreddit des démocrates américains, on n'a plus le droit de parler des DSA. Tellement ils sont en flip, l'establishment démocrate. Ils sont en flip sa mère. Alors je dis pas ça y est, il va y avoir une gauche américaine solide, wouhou, c'est stylé, il va y avoir la révolution. Mais en tout cas, du côté gauche du pays, du côté des démocrates, il se passe des choses. Il se passe des choses. La DSA est en train d'émerger. Il y a l'aile gauche du Parti démocrate, où c'est des gens de la DSA, en fait, les Democratic Socialists of America, qui sont en train de gagner leur place, justement, pour les midterms. Il y aura plus que jamais des candidats issus des DSA, candidats aux midterms côté démocrate. Ils bougent. Les DSA, c'est les Democratic Socialists of America. C'est un parti qui est à la gauche du Parti démocrate. Et du coup, la stratégie des DSA, c'est d'essayer de rentrer à l'intérieur du Parti démocrate, parce que c'est du bipartisme, pour pousser vers la gauche. Voilà. Zoran Mamdani est issu de la DSA. Il a gagné New York, quand même. Ça vaut pas les filles, oui, certes, mais on parle des États-Unis. DSA, c'est le parti de Zoran Mamdani. Voilà. Zoran Mamdani a gagné à New York. Et là, les DSA sont en train de monter en force au sein de la gauche américaine. Et les démocrates sont en train de serrer les fesses sa mère. Ils sont en train de serrer les fesses. AOC est en train de monter de fou. Il y a vraiment des gens qui disent AOC va partir à la primaire. AOC peut gagner la primaire démocrate et être candidate dans 2 ans. C'est pas impossible. Ouais, c'est la team un peu Bernie Sanders et compagnie, quoi. Côté droite, côté républicain, il se passe quoi? Il se passe quoi, là, côté républicain, actuellement? Les républicains, ils sont paralysés. Ils se sont fait noyauter par Trump il y a 15 ans. Ils sont coincés, les républicains. Les républicains, il y a de moins en moins de gens qui se réclament des républicains, mais au sein des républicains, ils n'arrivent pas à faire émerger une ligne contre Trump. Il y en a qui essayent un petit peu. Il y a comment il s'appelle, là? L'ancien mec de Fox News. Les America First et des trucs comme ça. Il y en a qui essayent, mais à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, dès que Trump arrive et dit « Vous mettez ce candidat-là, dans tel état, machin bidule », les républicains, ils ferment leur gueule, ils suivent ce que dit Monsieur Trump, le président de la République des États-Unis. Les Tucker Carlson et tout, ils n'arrivent pas à faire émerger une ligne en interne au sein des républicains. Trump a tellement une main mise sur les républicains que les républicains sont coincés, en fait. Si Trump tombe, les républicains vont peut-être tomber avec Trump. Et à côté de ça, l'opinion publique sur Trump est en train de switcher, quand même. AOC, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. Donc non, croyez pas, les midterms, ça va pas être bon pour Trump. Est-ce qu'il va supprimer comme ça d'un claquement de doigts les midterms et envoyer la ICE contre la garde civile et que ça va être la guerre civile? Peut-être, je sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment le scénario le plus probable? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de se faire peur parce que Trump est un putain de nazi et de fasciste en puissance? Je vous pose la question. La question. Quand il a fait son tentative de coup d'état au Capitole, jusqu'à preuve du contraire, il s'est fait baiser. Hein. Est-ce que l'armée américaine serait prête à soutenir Trump qui tente un coup d'état aujourd'hui? C'est des questions comme ça qu'on se pose. Hein. Si vraiment vous êtes en mode Trump va annuler les midterms, il faut se poser la question de comment va réagir l'état-major américain et les militaires américains. Si vraiment vous voulez parler de ça au sérieux. Est-ce que Trump aujourd'hui a le pouvoir pour se mettre l'armée américaine à dos en cas de coup d'état? Ce qui fait peur, c'est que les USA ont élu 2 fois un putain de nazi. Ouais. Mais là, c'est l'incompétence justement du Parti démocrate. Dans aucun monde que le Parti démocrate aurait dû perdre une deuxième fois face à Trump. Mais Kamala Harris, elle a fait une campagne au centre pour essayer de lui récupérer son électorat. Elle s'est fait écartelée par Trump de par sa nullité. Parce qu'elle n'a pas opposé de contre-projet à Trump.
Mais Trump, là, à l'épreuve du pouvoir, en 2 ans, je peux vous dire qu'il y a des Américains qui ont déchanté. Hein. Il arrive avec du populisme de bas étage. Vous paierez moins cher vos œufs grâce à moi. Au final, c'est quoi? Les prix augmentent. Grosse crise de l'inflation aux États-Unis. Il est en mode on va être isolationniste, arrêter d'être la police du monde. Il va bombarder l'Iran et s'embarquer dans un truc sans fin qui n'a aucun sens avec Israël de plus en plus impopulaire aux États-Unis. Je peux vous dire qu'il y a plein d'électeurs Trump là. Ils vont pas aller voter aux midterms. Hein. Ils vont pas aller voter aux midterms. Selon tous les observateurs de la vie politique américaine, il va se prendre la branlée de sa vie. Alors oui, il va essayer de dire les ingérences, etc., etc. Il le fait à chaque fois. Il n'a jamais pas fait ça, Trump. Il a fait ça en 2016, il a fait ça quand il perdait en 2020. Il a tout le temps fait ça. Il est encore en train de parler de sa défaite en 2020, à essayer de faire croire aux adeptes de sa secte, les Trumpistes, les vrais magas complètement ravagés, qu'il a gagné en 2020 et que Joe Biden lui a volé la victoire. Il dit ça à chaque fois. Dès qu'il perd un truc, il dit qu'il a gagné. C'est Trump. C'est pas parce qu'il dit qu'il va contester les résultats et qu'il va annuler les midterms ce qui va se passer forcément. C'est juste, est-ce que là, dans le rapport de force, il a le pouvoir de faire des États-Unis une dictature trumpiste là tout de suite aujourd'hui, notamment quand tu regardes l'armée américaine. C'est comme ça qu'il faut se poser. C'est cette question qu'il faut se poser. Là, vous ne pensez qu'en termes électoralistes. Vous dites les États-Unis ont réélu Trump une deuxième fois, c'est fini. Ils sont trop cons. Ouais, ils sont trop cons, mais c'est plus la bêtise des démocrates qui brille à travers ça. C'est vraiment la possibilité, là, aujourd'hui, en se basant sur le rapport de force, est-ce que Trump a seulement la possibilité d'annuler des midterms et de ne pas se prendre la branlée de sa vie? La question se pose sincèrement. Bah, moi, je pense que on verra. Hein. On verra. Est-ce que les capitalistes américains ont intérêt à voir Trump faire de la merde, baiser les marchés extérieurs et tout rendre imprévisible? Arrêtez d'avoir une vision simpliste de la bourgeoisie qui se met toujours derrière les plus réactionnaires. Bah oui, on y bat coup. À un moment donné, ça va être aussi bête que ça. Les capitalistes américains ils vont se dire bon, est-ce que Trump est toujours notre meilleur soldat? Pas sûr. Pas sûr. Voilà, bon, bref. Trump, il est en train de vendre son accès à son réseau social pour faire profiter des gens et ses délits d'initiés contre de l'argent. Il cash out son mandat, il sait qu'il a plus d'avenir politique. Voilà, merci. Merci. On parle pas de ses paroles, mais des actes. Il y a un risque réel. Faut pas l'écarter en mode on est des doomers. Regarde ce qu'il se passe au niveau législatif pour restreindre le vote. Non, mais il va essayer. Il va essayer. Mais genre, ceux qui directement dans le chat écrivent instantanément, il y aura pas de midterms. Pour moi, ça, c'est un peu. Après, il y a un sujet. Il va essayer, quoi. Il va essayer. Mais. Moi, c'est mon avis, je dis pas que je détiens la vérité. Je pense qu'on va vivre le downfall de Donald Trump et dans son sillon le downfall d'Elon Musk. Traitez-moi d'optimiste peut-être, mais je pense que ça va faire ça. J.D. Vance qui attend en embuscade. J.D. Vance, la petite créature de Peter Thiel. C'est extrêmement effrayant ce qui se passe aux États-Unis. Mais là quand même, à un moment donné, il pourra pas faire ça tout le temps, quoi. Il prépare des mesures d'état d'urgence pour les midterms. Mais oui, il va essayer. Est-ce qu'il va pouvoir... Ah, non, mais attendez. On parle des États-Unis d'Amérique, qui certes est le grand Satan. Je dis pas, hein, je suis d'accord avec ça. Les États-Unis d'Amérique, c'est quand même une seule et même constitution qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Imaginez. Il n'y a pas d'annulation d'élections comme ça. C'est-à-dire que s'il arrive à annuler les élections, Donald Trump, ça sera la première quasiment dans l'histoire des États-Unis qu'une élection est annulée comme ça dans le pays où la constitution est quasiment considérée comme un texte sacré. Est-ce que vous imaginez le bordel que ça déclencherait qu'un président des États-Unis en exercice annule bonnement et simplement des élections, eu égard à la culture politique américaine, états-unienne? Vous pensez qu'il a le pouvoir de faire ça là tout de suite? Dans la plus vieille démocratie du monde? La plus vieille république du monde? Lol, c'est faux, tout ça, c'est juste une posture. De quoi? De ce que dit Trump? Je pense qu'il y a de ça. Hein. Tu penses quoi d'avoir que 2 partis? C'est de la grande merde. Leur système de gouvernance, il pue la chiasse. Ça permet certes une stabilité institutionnelle, mais ça permet aucun changement radicaux. Il a balancé une bombe atomique sur l'Iran et s'emparer du Groenland pour court-circuiter les midterms. Alors ça, j'y crois déjà un peu plus, mais s'il fait ça, il va encore plus perdre. Hein. Bref, voilà. Donc non, permettez-moi de faire un peu l'optimiste quand on parle des États-Unis d'Amérique. Je pense qu'on a des raisons de le penser. Voilà. Et je dis ça, j'étais le premier à péter un câble là quand Trump est revenu, le salut nazi d'Elon Musk, toute la séquence à l'international au début de l'année, le kidnapping de Maduro, ces trucs sur le Groenland, on a tous halluciné collectivement ici. On est d'accord là-dessus. Mais là, il est en train de payer de son mandat. Hein. Il est en train de payer de son mandat. Techniquement, les 2 mandats maximum, c'est un amendement à la Constitution, donc non, c'est faux. Ça date à peine des années 50. De quoi? Les 2 mandats? Mais est-ce qu'il y a des élections qui ont été annulées? On peut amender la Constitution. Mais c'est la même Constitution qui a été amendée depuis 1780, quelque chose comme ça. Mais je parlais pas de la limite de 2 mandats. On parlait des midterms. Il n'y a pas d'élection qui a été annulée dans les années 50.
Je sais très bien, Franklin Delano Roosevelt, le GOAT des présidents américains, il entamait son 4e mandat à sa mort, parce qu'il n'y avait pas encore ce truc-là. Elle a été amendée quelquefois, la Constitution américaine, mais il n'y a pas eu de changement de régime, de changement de république depuis la création de la République américaine. C'est une seule et même république. La Constitution, on peut l'amender, mais c'est très compliqué. Et, on va dire comment, le consentement collectif à l'État, aux États-Unis, c'est notamment via la Constitution. Tout le monde adhère à cette Constitution, cette quasi-sacrée Constitution. Il y a comment de le gagne des présidentielles de toute façon. Bah, on va voir si les démocrates sont les pires crétins possibles. Hein. Mais bon, je dis pas, on peut amender la Constitution. Je dis pas, la Constitution n'a pas changé depuis le début. J'ai dit, il y a une seule Constitution. Il n'y a pas eu de changement de Constitution, de changement de régime. Nous, on a la 5e République en France. Hein. Eux, c'est la première toujours. C'est ça que je disais. Donc bon. Il fait des trucs anticonstitutionnels depuis des mois. Il est au-dessus de la Constitution. Personne ne l'arrête. Les démocrates sont des paillassons. Est-ce qu'il a le pouvoir aujourd'hui d'annuler une élection aux États-Unis d'Amérique ? On verra. Hein. On verra s'il y a les midterms ou pas. On verra le score des midterms. On suivra ça ici. Je pense que oui, je ne crois pas. On verra. Mais moi, ça me semble quand même moins possible que jamais. Hein. Bref, allez, tout le monde n'a pas perdu dans l'affaire. Revenons à Elon Musk. Certes, Elon Musk a dû renoncer à son titre honorifique d'unique personne, on l'a déjà lu. Donc il devance encore Larry Page, Google, et surtout il a atteint une grande partie de son objectif en parvenant à récupérer en un mois 111 milliards de dollars de liquidités aux dépens des investisseurs. Ah, c'était peut-être ça qu'il voulait faire. Les banques d'affaires sortent aussi plutôt gagnantes de ces opérations. Elles ont récupéré pas moins d'un demi-milliard de dollars de commissions dans les opérations de marché de SpaceX. Il est vrai qu'elles n'ont pas ménagé leur peine pour construire un narratif merveilleux autour du groupe d'Elon Musk. Et c'est l'irrationalité des marchés financiers qui se base sur des impressions et l'idée qu'on a de est-ce que c'est rentable ou pas. Donc ils ont construit tout un narratif comme quoi Elon Musk est un génie, que tout ça allait monter, grimper, pour du coup au final se faire du pognon. Voilà. Début juillet encore, Morgan Stanley, donc c'est une banque, recommandait de surpondérer l'action SpaceX avec un objectif de cours à $300 à l'horizon d'un an. C'est retombé en dessous de 150. JP Morgan, une autre banque, vise $225 à la fin 2027 et la Deutsche Bank, $255. Ces 3 banques faisaient partie du pool bancaire qui a accompagné l'introduction en bourse du titre. Morgan Stanley a encaissé pas moins de $100 millions dans l'opération. En revanche, les perdants sont connus. Ce sont d'abord les particuliers, souvent fanatisés par leur attachement à Elon Musk. La certitude que le fondateur de Tesla est un génie visionnaire a été l'un des moteurs de l'introduction en bourse de SpaceX, et beaucoup ne se sont pas encombrés de considérations sur l'activité réelle et future du groupe. Le récit était simple, voire simpliste. Tout ce que touche Elon Musk doit se transformer en or, et cette introduction en bourse était un signe de générosité du milliardaire pour faire participer le public à sa réussite. C'était ça, un rug pull, comme on dit dans le milieu, exactement, rug pull. Et moi, j'ai vu un gars il y a pas longtemps dire « J'ai fait mon premier million alors que je suis parti de nulle part grâce à Elon Musk ». Ce gourou de secte, quoi, vraiment. Mais ça, c'est Trump et Musk, ils font ça. C'est que tu es initié quasiment à ce niveau-là. Le mec, il est en mode genre, j'ai tout un tas de fanatiques, je leur dis n'importe quoi, ils me suivent. Donc je vais utiliser ce fanatisme pour survaloriser ma boîte, et derrière, ça va me pouvoir me permettre de récupérer de la liquidité. Et il est en mode genre, je suis le premier trillionnaire de l'histoire. C'est grâce à moi. Super. Il savait qu'il n'allait pas le rester. Le but, c'était de récupérer 100 milliards de liquidité. Pour rappel, SpaceX est très valorisée aujourd'hui parce qu'elle profite aussi de l'engouement autour de l'IA. Parce que la nouvelle promesse de SpaceX est de faire des data centers en orbite. Quand l'IA baissera, SpaceX s'effondrera. Je savais pas ça. Dans quel monde de cons on vit, quoi. Dans quel monde de cons on vit. Elon Musk avait ouvert un quart des actions disponibles aux investisseurs individuels. Un niveau très élevé, mais évidemment insuffisant pour satisfaire la demande des groupies du milliardaire. Les déçus se sont donc jetés sur le marché dans les premiers jours de cotation pour obtenir une part du succès de leur gourou à n'importe quel prix. C'est ce qui explique que le titre ait pu bondir de 67% en quelques jours. Mais une fois atteint un certain niveau, les investisseurs les plus avisés ont encaissé les gains et ont vendu massivement. Oh, bah oui, bah... Alors peut-être que le mec que j'ai vu qui a fait son premier million, c'était en faisant ça. Laissant les fans d'Elon comparer leurs pertes. Ce phénomène ne s'est pas limité à cette population fanatisée par l'homme d'affaires d'extrême droite. Elon Musk, on l'a compris, a activé son pouvoir sur Wall Street pour réussir son introduction en bourse. Un des leviers utilisés a été de faire céder les opérateurs d'indices boursiers pour placer SpaceX dans les indices de référence sans attendre une année, comme le voulait la règle jusque-là. Cette décision est extrêmement importante quand on sait qu'une grande partie de l'activité sur les marchés est représentée par des fonds indiciels, c'est-à-dire des fonds qui répliquent les indices boursiers. Une grande partie de l'épargne des particuliers est investie dans cette gestion passive. Cela oblige les gestionnaires de fonds à acheter des titres qui sont introduits dans l'indice, quelle que soit par ailleurs leur opinion sur le titre. Cette obligation créée de toutes pièces a également soutenu SpaceX dans ses premiers jours de cotation.
et fait maintenant payer aux détenteurs de ces fonds les pots cassés de l'influence d'Elon Musk. Et ben, ok. Bon, c'est un peu technique, hein. Mais en gros, il a baisé tout le monde pour récupérer de la liquidité et c'est les banques d'affaires qui ont récupéré quelques millions au passage. La méta Oussama Hamar, mais oui, donc c'est vraiment ça, quoi. C'est pas du délit d'initié à proprement parler, mais c'est vraiment de la technique. En se basant sur ses fanatisés et sur les règles que Wall Street a mis en place, qu'il a influencé pour se faire de la thune, quoi. Il a gagné au final, il a gagné un peu de sous, Mais il a curé les pigeons, tout à fait. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. C'est très grave. Corruption institutionnelle. Non, mais c'est pour ça, il y a un moment donné, ça va finir par se voir. Et là, il a un peu moins le vent en poupe, hein, Elon Musk. Je sais pas si vous avez vu, il a fait une interview auprès de la rédac chef de The Economist, le très sérieux journal financier The Economist, un journal anglais. On en a parlé, d'ailleurs, on a fait un reel Insta là-dessus. Et c'est pas passé. Il est vraiment passé pour un con. 1h25 avec The Economist, Elon Musk. Et il est vraiment passé pour un trou du cul, hein. Elle la mogue. Il s'est humilié de l'interview. Elon Musk, thank you so much Vraiment, for joining il s'est me on humilié. this side. Elle a dit, mais vous êtes au courant qu'il y a plein de gens qui vous détestent? Il a répondu, non, vous les gens, ils vous détestent plus que moi encore. Vous, ils vous détestent. Moi, les gens, ils m'aiment. Vraiment, il s'est bavé dessus. Il s'est pissé dessus comme une merde. Désolé pour mon vocabulaire. Il est passé pour l'énorme trou du cul qu'il est, quoi. Should one man have so much power? Il fait rarement des interviews comme ça, quoi. Et il s'est fait éclater le fiac, quoi. Oui, il a fait un c'est celui qui dit qui est. Il est passé pour le gros gamin zinzin, trilliardaire qu'il est, quoi. Il a aussi dit qu'il défend pas l'extrême droite, c'est le monde qui s'est gauchisé qui fait passer ses idées pour l'extrême droite. Oui, il a dit à la meuf, tu vis dans une bulle. Il a montré au monde entier qu'il compensait le fait de s'être fait bouler en étant petit. Oui, voilà, c'est ça. En vrai, l'interview est vraiment... Vous pouvez la regarder, hein, c'est en anglais, mais il est vraiment passé pour un grand con, quoi. Pour un grand con. Donc moi, je pense que ça va redescendre, hein. Je pense que ce gars-là... encore une fois, hein, j'espère, mais je pense sincèrement que je vais vivre de mon vivant le downfall d'Elon Musk. Et ça sera glorieux. Ok, donc du coup, mais alors que s'est-il passé pour que SpaceX subisse une telle dégringolade? La première réponse est celle de la valorisation. Comme le fait remarquer l'économiste Dean Baker du Centre de recherche économique et politique, le prix du 16 juin induisait un profit pour SpaceX en 2036 de 680 milliards de dollars par an, soit presque 17% de l'ensemble des profits attendus aux États-Unis dans 10 ans par le bureau budgétaire du Congrès. Attends. C'est-à-dire que la valorisation boursière de SpaceX se basait sur une étude qui voudrait dire qu'en 2036, le profit de SpaceX représentait 17% de l'ensemble des profits des États-Unis. Ah oui, à juste construire des fusées, ça va être quasiment 1/5 des profits américains. C'est plusieurs fois plus élevé que la part réalisée à ce jour par n'importe quelle entreprise, rappelait l'économiste. Donc oui, ça promettait des profits qui n'ont jamais été réalisés dans l'histoire des États-Unis et de l'humanité. Bien sûr, il existe encore certains acteurs qui colportent de doux rêves. Outre les banques déjà évoquées, citons les prévisions du gestionnaire de fortune floridien Raymond James qui affiche un objectif de cours de $800 par action, soit une valorisation de SpaceX de 10 000 milliards de dollars. Ça serait logique puisque le groupe d'Elon Musk est, je cite, une des entreprises clés de l'infrastructure industrielle du XXIe siècle. Comment prendre les gens pour des cons? Pourquoi? Parce qu'ils ont des beaux lanceurs de fusées? 10 000 milliards de dollars. Donc pour vous dire, l'action a été introduite à $150, elle est montée à $220, elle est redescendue à $115. Il y a encore des gens qui promettent qu'un jour, dans quelques années, ça sera $800. Vraiment. C'est vraiment prendre des gens fanatisés pour des débiles, et ça fonctionne. Mais jusqu'à quand? J'ai envie de demander jusqu'à quand? Mais ce type de délire n'impressionne plus grand monde sur un marché qui est en voie d'atterrissage d'un autre doux rêve, celui de l'IA. C'est ce que quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, et je te remercie. Car le rêve spatial de la conquête de la Lune, puis de Mars, qui permet d'électriser une foule de particuliers, est une vitrine. L'activité principale visée par SpaceX, c'est l'intelligence artificielle. SpaceX est d'abord et avant tout une entreprise de l'IA, résume Dean Baker. D'ailleurs, c'est pas Romaric Godin, mais il y a un autre article de Mediapart que je voulais lire, qui est hyper intéressant sur l'éclatement de la bulle IA à venir. Attendez. Je reprends l'article juste après, je crois que je l'ai mis de côté. J'hésitais entre les deux, non? C'est ça. Intelligence artificielle quand la bulle éclatera. Pareil chez Mediapart. Pour ceux que ça intéresse, qui sont abonnés, je peux vous mettre le lien. De Dan Israël, c'est pas Romaric Godin. Qui parle de la bulle IA qui risque d'éclater. Ouais, c'est des super articles. Les articles économiques et tout de Mediapart sur les trucs comme ça, finance. Franchement, c'est toujours bien. Donc je vous mets si ça vous intéresse. Moi, je le lirai, je l'ai pas lu encore. Je pense pas qu'on le fera en live, mais voilà. Intéressant du coup.
Il y a aussi l'histoire de l'IA. Ok. C'est avant tout une entreprise de l'IA. Or, depuis quelques semaines, il s'appelle Dan Israël, c'est bon. Depuis quelques semaines, il y a des gens qui s'appellent Israël, c'est comme ça. Les questions de surcapacité dans l'IA et l'impossibilité de dégager pour beaucoup une rentabilité suffisante inquiètent les investisseurs. Dès lors, les premières entreprises dans le viseur sont celles qui vendent un déploiement incertain de capacités supplémentaires de calcul à partir d'une situation financière actuelle fragile. On ne saurait mieux définir SpaceX, un groupe qui a perdu l'an dernier 5 milliards de dollars et qui fonde sa future rentabilité sur la construction de centres de données spatiaux dont on ignore encore s'ils seront seulement constructibles ou fonctionnels. Sachant qu'encore une fois, Elon Musk est revenu sur ses promesses 10 000 fois. Elon Musk, on parlait de The Boring Company tout à l'heure, a dit qu'il ferait l'hyperloop pour révolutionner le transport aux États-Unis. Il a rien fait, il a fait un vieux tunnel à Las Vegas de mort. Elon Musk a promis que les voitures se conduiraient toutes seules dans quelques années via Tesla. Ça a tué quelques personnes. Au final, la conduite autonome, tout le monde s'en bat les couilles. Il ne fait que mentir en permanence et ça commence à se voir. Là, il promet quoi via SpaceX? Des serveurs en IA, en orbite, dans l'espace. Il a dit qu'il allait conquérir et coloniser Mars. Tout le monde sait que, Tout le monde sait que ça ne se fera jamais. Ces promesses de conquête spatiale, il n'en parle plus aujourd'hui. Il y a un moment où ça commence à se voir. Donc quand il n'a fait que mentir, qui croit encore en cette promesse? Qui croit encore en la promesse que SpaceX et xAI va révolutionner le monde à tout jamais en mettant en orbite des serveurs IA super puissants de je ne sais quoi? Qui croit encore en ça? Dans son interview qu'il a fait à The Economist, dont je parlais tout à l'heure, il a dit, dans 10-15 ans, l'argent, ça ne servira plus à rien. Parce qu'on aura l'IA et les robots qui travailleront à notre place. Le mec dit ça en se bavant dessus face à le très sérieux journal The Economist, tout en promettant une rentabilité record sur ces entreprises dans 10 ans, alors que l'argent ne servira plus à rien. Sardoche y croit encore, c'est possible. Il y a quelques teubés, quoi, évidemment. Je veux dire, à un moment donné, ça ne va plus fonctionner. Encore une fois, les marchés financiers et le monde de la finance, sous Trump, c'est un peu différent. Parce que sous Trump, c'est des logiques de mafiosos qui sont là pour faire des rug pulls, comme on dit, et juste se faire tout casser, se faire un billet et se barrer. Mais le capitalisme américain, l'économie de marché, fonctionne en fonction de est-ce qu'on pense que ces gens-là vont être rentables plus tard. C'est la base de l'économie capitaliste, financiarisée. Vous voyez? Est-ce qu'à un moment donné, les marchés financiers vont continuer à croire en Elon Musk? Est-ce que le capitalisme américain, finalement, va pas lui-même, structurellement, déclencher le downfall d'Elon Musk? Est-ce que le capitalisme américain ne s'est pas intégralement enflammé, appuyé évidemment par des politiques trumpistes derrière Elon Musk, mais que là, en fait, les règles de marché, ces bonnes vieilles règles de l'offre et la demande, de valorisation boursière, est-ce que la main invisible du marché va pas arriver, mettre un taquet derrière la grossette Elon Musk en disant dégage? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il va se faire rattraper par la grosse main invisible d'Adam Smith qui va lui mettre un taquet derrière la tête et lui dire Elon, casse-toi là en fait. À cause de toi, les gens ne vont plus croire en l'économie de marché. Les gens ne vont plus croire dans la finance. Tu vas détruire les États-Unis. Arrête, ça se voit que tu mens. Arrête, ça se voit trop. Les gens, ils vont tout cramer en fait. Ils vont tout cramer, Elon. Nous, on veut continuer à faire notre bif tranquille. Toi, c'est too much. Donc toi, tu te barres et on va mettre des gens plus sérieux à ta place. La grosse calotte invisible du marché derrière la grosse tête d'Elon. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Je vous le dis. Et sur ce, j'ai besoin d'un peu de nicotine. En vrai, j'ai un argument. Après, s'il arrête de mentir, son truc s'effondre. Eh oui. Vous voyez que le capitalisme, ça marche? Non, parce que le capitalisme, déjà, laisse vivre des gens comme Elon Musk, et ça prend 15 ans vivre, enfin exister, vous voyez ce que je veux dire, c'est laisse prospérer des personnes comme Elon Musk, et ça prend 15 ans, si jamais, à ce qu'ils se prennent un petit taquet derrière la tête de la main invisible du marché. Donc c'est vraiment un système de merde. On pourrait s'éviter ces aventures-là, vous voyez? Mais à un moment donné, c'est ce que disait Onibaku tout à l'heure. Est-ce que les capitalistes américains, à un moment donné, est-ce que la classe capitaliste américaine a intérêt même à ce que des gens comme Elon Musk roulent tout dans la merde comme ça? Et que Trump bombarde l'Iran et mette des tarifs, des droits de douane absolument partout. Est-ce que la classe capitaliste américaine, et là ça joue dans son intérêt, est-ce que c'est pas un petit boys club de fous furieux qui sont en train de tout casser en se barrant? Je sais pas. Hein. Pour moi, ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Ah, donc un autre plus intelligent, ça le remplacera et c'est tout? Donc le capitalisme sera encore plus fort, super ta projection. Non mais je dis pas, le capitalisme va s'effondrer à cause d'Elon Musk. Je dis, Elon Musk, pour moi, est sur le début de son downfall. De toute façon, nous, encore une fois, on n'est pas américains. L'émancipation des Américains viendra des Américains eux-mêmes. La gauche américaine, faites ce que vous avez à faire. Moi, je suis pas un ricain. Mais je dis juste l'ère Trump-Musk, il y a moyen que, en fait, même, ça touche à sa fin.
Ne serait-ce que parce qu'ils font tellement n'importe quoi que pour que le business soit as usual, vous voyez, ils vont le jarter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, on verra. Mais après, bon, on parle que du Trumpisme et de Elon Musk aux États-Unis. Hein. Je dis pas grâce à eux, c'est le début de l'anticapitalisme. J'en sais rien. Mais bon. Là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Les US pètent et ça pue tout autour du monde. Oui, évidemment, évidemment. Je dis pas ça. Je dis pas ça. Là, on parle du truc américain. Là, je parle d'Elon Musk précisément. Quoi. Mais le fascisme, ça rend service au capitalisme, non? Bah, ça dépend en fait. Alors, je vais reprendre l'analogie. Justement, en parlant de ça. Non. C'est la roue de secours. Ce qui rend. La classe capitaliste, ce qu'ils veulent faire, c'est générer du profit. Bon. Ils veulent que leur entreprise génère du bénéfice. Ils ont plus intérêt à une économie de marché libérale, avec le moins de régulation possible, avec le moins de droits de douane possible. Ils ont intérêt à la paix en réalité, plus qu'à la guerre pour beaucoup, pour pouvoir faire prospérer leur business. Les années fastes du capitalisme financiarisé, les années 90, c'est la fin de l'URSS, la fin de la guerre froide, etc., etc. Vous voyez? Quand la crise arrive, quand le potentiel communiste, quand la révolution pointe le bout de son nez, que ça se bat en couille, que la violence revient dans la société, que la guerre est à nos portes, ils sont en mode merde. Et à un moment donné, au bout d'un moment, ils sont trop fragilisés. C'est la crise et il y a deux choix. Soit ils laissent prospérer la gauche, les socialistes, etc., etc. Ça va directement contre leur intérêt de classe. Soit ils peuvent s'acoquiner avec les fascistes. Qui, les fascistes, dans tous les cas, ne vont pas remettre l'ordre social et leur domination en cause. Mais en vérité, en gros, je vais reprendre la phrase je crois que c'est Crise de Position Revue qui dit ça. Il a une phrase pour dire, à un moment donné, quand le capitalisme est en crise, il y a deux solutions pour la classe capitaliste. Soit tu te coupes une main, soit tu te coupes la tête. Couper une main, c'est le fascisme, tu peux encore faire du business. Couper la tête, c'est la révolution communiste, c'est le socialisme, vous voyez. Donc non, en vérité, ce qu'ils veulent, en dernière instance, c'est faire du bif, la classe capitaliste. Ils ont intérêt au fascisme si c'est pour s'éviter une révolution communiste. Si c'est pour s'éviter la gauche, là, ils ont intérêt au fascisme. Mais de base, ils ont intérêt à rien du tout. Ils ont intérêt à ce que le marché soit le plus dérégulé possible, il y ait le plus de libre-échange possible. Voilà. Il y ait le moins de lois possible sur les travailleurs, posséder des médias pour pouvoir continuer à ce que les choses ne changent pas. Ils ont un intérêt au statu quo et à la dérégulation et au libre-échange. C'est avant tout ça. C'est avant tout ça. Vous voyez? Et quand ça pète, ou quand ça risque de péter, ils ont une roue de secours très pratique qui s'appelle le fascisme. Mais ça reste une roue de secours. Vous voyez? Crise de position revue, waouh, la ref pas ouf. En marxisme, en analyse économique, la ref est très très bien. Vous êtes sérieux, vous? Pour ce truc précis? La ref est pas ouf. Il est ultra chaud, il est bac plus 12 en marxisme. Après, si j'essaie de vous expliquer des choses comme ça, la ref est très bien. La ref est très bien. Vous voulez que j'ai quoi comme ref plutôt? Elle est pas top sur l'analogie. Pas du team, c'est basé sur les questions économiques de fou. De fou. Carrément. D'ailleurs, si vous lisez bien, Chapoutot, la bourgeoisie s'accommodait d'Hitler dans la mesure où il pensait pouvoir le contrôler. Tout à fait. Après, Ribot, c'est pas les capitalistes du siècle dernier non plus. Il y a une sorte de croyance métaphysique dans le fait de tenir le monde dans sa main, presque religieux. L'argent ne suffit plus. Cite-nous du Lénine, Ribot. Bon, attendez, ok, je vais citer du Lénine. Le dernier des capitalistes nous vendra la corde avec laquelle nous le pendrons. Voilà, Lénine. Ça vous va? Ça vous va? Ça vous va? On peut le faire? Non mais l'analogie de la tête et de la main, elle est incroyable. C'est Onibako qui me l'a parlé il y a pas longtemps. Après, on s'en fout de la pâte, que vous aimiez ou pas la pâte du team, on s'en bat les couilles. Je dis juste, l'analogie, je la trouve très très bien et je l'ai pas sortie de mon cul. Voilà, ça vient de ça. C'est apocryphe. Non mais on va pas en débat sur la pâte du team, j'en ai rien à foutre. Juste, elle est très bien l'analogie. Chris et position revue, ils connaissent leur marxisme, ils sont déter. Point. Si vous les aimez pas parce que ils ont dit ça une fois, ils vous cassent les couilles, et je m'en branle. Voilà, je m'en branle. Moi, je les aime bien. Moi, j'aime tout le monde. Je trouve qu'ils font du contenu intéressant. Parfois, ils me saoulent. On est sur Internet. Et lâchez-moi le cul, ok? Ça vous va? Ça vous va si je le formule comme ça? Vous me lâchez le cul maintenant. Le prochain qui écrit pas du team et qui donne son avis dans le chat, c'est un ban life. Oh là là, mon chat cherche la fitna. Vous avez quoi là? Quand on aime tout le monde, on aime personne. Bah, y en a un que j'aime pas, Baxmill, et qui va prendre 10 minutes. C'est toi. Allez, hop là. Il y en a que j'aime pas, il y a des gens que j'aime pas. Mais juste, c'est bon. J'essaie de dire des choses intelligentes sur la société, le capitalisme, la classe capitaliste et par rapport au fascisme. Je suis là en mode, il y a une analogie que je trouve bien. Je dis juste crise de position revue et ça part en débat sur pas du team, vous préférez la pas du team? Cassez-vous. Cassez-vous. L'autre fois, pareil, j'ai utilisé l'analogie à lui que j'aimais bien sur la guerre civile. Et on s'en branle, vous voulez du sang.
C'est bon, la plupart des gens qui regardent ça sur YouTube, la plupart des gens qui me suivent, ils en battent les couilles de ça. Est-ce que l'analogie, elle était bien ou pas? Oui, non, le reste, vous taisez. Voilà. Que vous les aimiez ou pas, j'en ai rien à branler. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? J'ai fait le prof. J'ai le droit. C'est mon stream. C'est ce que je fais. Ceux qui ont appelé à voter RN. Alors bon, ok, d'accord. La position de Padu au moment des législatives 2022 était une position absolument catastrophique que j'ai dénoncée minute 1. Sa position, je la rappelle, était de dire, vu que le RN n'a pas de chance d'entrer massivement à l'Assemblée parce qu'ils sont nuls en législative, pour éviter que Macron ait la majorité absolue, en cas de second tour RN macroniste, limite voter RN pour minimiser les macronistes à l'Assemblée, faire rentrer 10, 15 RN de plus et permettre d'arracher la majorité absolue aux macronistes, pourquoi pas? Après, il a vu 88 députés RN, il a dit putain la tech de merde. J'ai vraiment été trop con de dire ça. Et moi, dès le début, j'étais en mode putain la tech de merde, il est vraiment trop con de dire ça. Vous pouvez résumer l'intégralité des discours qu'ont pu avoir la Padu Team en économie, sur des trucs de vulgarisation marxiste, juste à ça. Oui, c'était une tech stratégique. C'était une tête stratégique. Il a pas appelé à voter RN en mode genre vive Marine. C'est pas ça qui s'est passé. Et moi, dès le début, j'ai vu ça, je l'ai vu dire ça sur Twitter. J'étais en mode, quand j'ai vu le truc passer, j'étais en mode, ouah, la tech de débile. La tech de débile. Et en fait, ce qui s'est passé, il a vu 89 députés ou 88 députés à l'Assemblée. Il a dit, ouah, la tech de débile. J'avais pas vu venir ça. Et vous savez quoi, à l'époque, personne n'avait vu venir ça. Souvenez-vous, en 2022, tout le monde disait, allez, c'était quand il fallait élire Mélenchon Premier ministre. C'était l'époque de la NUPES. Hein. On va pas refaire la NUPES. On est en mode let's go, on peut l'avoir notre majorité absolue. On y va. Maintenant, c'est nous contre les macronistes. Et personne n'avait vu venir une entrée aussi massive à l'Assemblée nationale du Rassemblement national, qui jusque-là n'avait même pas de groupe parlementaire, n'avait jamais eu plus de 15 députés pour pouvoir faire un groupe parlementaire. Donc on s'est dit, moi je me souviens, je disais, ils n'existent pas dans cette élection. Législative, le RN, ils n'existent pas. Ils sont à la présidentielle, mais dans les législatives, ils ont pas de députés. C'est pas des élections qui gagnent. Moi je pensais ça aussi, comme beaucoup de gens. Donc on se disait, c'est NUPES contre les macronistes. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a eu cette tech de merde. Et après, on a tous vu les résultats du premier tour, on était en mode genre, oh ouais, il y a du RN, le RN va rentrer à l'Assemblée, OMG. Et après, du coup, il est revenu sur cette take pour dire, c'était vraiment de la merde d'avoir dit ça. Si j'avais su qu'il y aurait autant de députés RN, je l'aurais évidemment pas dit. Et ça dégage. Voilà ce qui s'est passé. Ok, on peut passer à la suite maintenant? Et moi, encore une fois, de base, j'étais en mode genre, wesh, c'est quoi cette tech de bouffon? Il a tout whippin, exactement. Franchement, il y a une grosse tech de merde. Hein. Il est revenu dessus 10 000 fois. Mais c'était pas en mode genre, vive Marine, j'appelle à voter RN, nique les Arabes. En plus, ça fait une longue vidéo pour parler de son passé confus, en 2017, etc. Allez la voir, au pire. Moi, je m'en bats les couilles, en vrai. Là n'est pas la question. Je parlais de crise de position revue, qui est un solide marxiste, et j'aime bien ces analogies. C'est bon, j'ai le droit de le dire sans que ça parte sur tous les dramas qui ont existé à un moment donné dans l'histoire. Oh là là. Parce que moi, des dramas sur d'autres que vous aimez bien et que je cite aussi parfois, je peux en citer. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Vous pensez aussi que le RN allait se chier dessus aux législatives. Moi, je pensais aussi. Tout le monde pensait. Hein. Franchement, ça a été une claque dans la gueule, hein, le premier tour des législatives 2022. Voilà. Parce que moi, parfois, vous me parlez de gens dans le chat. Je peux vous en dire du drama sur eux aussi. Hein. Je peux arriver à être en mode genre, ah ouais, vous suivez des gens qui ont fait ci ou ça. Je peux le faire sur absolument tout le monde sur Twitch, quasiment. Sauf Elias le GOAT, bien sûr. Il n'y aura pas de dos. Je suis pas là pour ça. Mais sachez que là, j'ai cité crise de position revue, vous chiez un cake là. Parfois, je vois des gens dans le chat, moi je pourrais vous chier un cake dessus et puis aller commencer à partir dans des fitnats, je sais pas quoi, genre. Vraiment, hein. Vraiment. Sur beaucoup de gens différents. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez, vraiment? Tu dis ça parce qu'il est dans le chat, qui ça? Kali? Non, pas Kali. Kali, pour le coup, il est grotesque. Mais bref, de toute façon, fermez-la. Maintenant, parlez d'Elon Musk, ok? Ok? Oh là là, c'est pas possible. Après, je pourrais juste ignorer vos messages et lire l'article. Mais j'avais envie de faire un petit coup de gueule. Parce que là, je vois que ça écrit des trucs dans le chat. Mais si vraiment, je leur dis, s'il y a des gens, leur position, c'est la Padu Team, ça dégage, parce qu'ils appellent à voter RN, je trouve que la position est idiote. Quoi. Voilà, c'est tout. Je trouve qu'ils font plein de contenu qui est intéressant. Et moi, je regarde pas énormément, mais parfois, il y a plein de trucs qu'ils disent où c'est très cool. Voilà. Il y a du bon à prendre dans beaucoup de créateurs, la plupart des créateurs de contenu de gauche sur Internet, sur des trucs différents. C'est vraiment, le truc a été grossi et déformé depuis. Quoi. En plus, c'était même pas la Padu Team à l'époque, c'était pas du tout seul sur Twitter. À l'époque, c'était un gros con. Voilà. Je sais pas si c'était un gros con, mais il y avait pas Dr Zoe, il y avait pas Chris avec lui à l'époque en plus. Ok, bon, allez, on va finir l'article. Désolé pour ce tunnel, je me suis un peu fait one guy, mais bon, c'est Twitch quoi, on est là pour ça. Est-ce que j'aurais fini à 15h l'article? On va essayer.
Donc j'étais en train de dire, Elon Musk, gros bouffon, il n'impressionne plus grand monde, SpaceX c'est d'abord l'IA, etc. Dès lors, les premières entreprises dans le viseur sont celles qui vendent un déploiement incertain. Non, j'ai déjà lu ça. Donc oui, on était en train de dire, Elon Musk et SpaceX, qui est avant tout une entreprise IA, proposent des serveurs IA dans l'espace pour pouvoir faire des IA ultra stylés, et vraiment de moins en moins ça croit à ce rêve un peu débile. Logiquement, SpaceX a donc subi en premier lieu les doutes en cours sur l'IA. Le titre était surévalué et fondé sur un projet vaporeux. Dans un contexte de bulle spéculative, ce type d'action est souvent à la fois une des plus recherchées, puis une des premières vendues. Le mouvement est donc devenu négatif, et comme souvent en pareil cas, la baisse entraîne la baisse. Les investisseurs deviennent alors très sensibles aux mauvaises nouvelles. C'est le lancement repoussé d'une fusée Starship, un événement fréquent, le 16 juillet, qui a fait passer le titre sous son prix d'introduction. Ce mercredi, l'annonce que Tesla, l'autre groupe d'Elon Musk, affichait désormais un flux de trésorerie négatif, s'est répercuté sur le titre SpaceX, dans la mesure où l'un des piliers du modèle du groupe est de dégager rapidement un flux de trésorerie positif. Ok, d'accord. Donc il y a eu 2-3 déconvenus, que ça soit directement chez SpaceX ou chez Tesla, des très mauvais signaux économiques qui font que l'action SpaceX a été très vite revue à la baisse. Ok. Stop parler des autres streamers et des machins bidules. Là, on parle de ça. Vraiment, ça commence à saouler. Vous allez prendre des time-out. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et en plus, j'ai dit dans une volonté d'apaisement. Voilà. On raccroche au sujet. On passe à autre chose. Moi, je vous dis, je suis pas en fitna avec grand monde. Il y en a quelques-uns. Voilà. On n'a pas du team. Je les aime bien. Il n'y a pas de souci, même si j'ai des critiques. D'autres, je les aime bien. Il n'y a pas de souci, même si j'ai des critiques. Tranquille. Je pense qu'il y a de bons à apprendre là où c'est bon à apprendre. Par contre, il y en a, ça dégage, mais je vais pas citer leur nom. Allez, on reprend. Le prof bordel. Oh là là. Bah écoute. Hop là, tu prends 10 minutes aussi, Cyril Rue, sans rancune. C'est mon live, jusqu'à preuve du contraire, je fais ce que je veux. Putain, vous passez 8 heures par jour à aller voir des gens vous parler de politique et après vous dites vous parlez un peu comme des profs. Bah excuse-moi. Excuse-moi, comportez-vous moins comme des collégiens, il n'y aura pas de souci. Hein. Allez hop là. Du coup, j'en étais où? Mais l'épée de Damoclès qui a accéléré la chute du titre, c'est la perspective de la mise sur le marché de 911 millions d'actions le 6 août. À partir de cette date, en effet, une partie des actions des employés de SpaceX sera potentiellement échangeable sur le marché. Actuellement, 646 millions d'actions sont disponibles sur le marché. Potentiellement, c'est donc 141% d'actions de plus que ce qui est actuellement disponible qui pourrait arriver sur le marché. J'ai rien compris, du coup, m'avait déconcentré. Merci Joseph Thomas pour ton prime, merci beaucoup. Bien sûr, il est peu probable que les employés vendent tous leurs 911 millions d'actions. Mais comme les acheteurs sont désormais rares, puisque personne ne semble plus croire au conte de fées de SpaceX, tout flux d'offres risque de provoquer des nouvelles chutes de cours. Ok. Beaucoup de fonds spécialisés ont ainsi, depuis plusieurs semaines, pris des positions de vente à découvert, autrement dit de paris à la baisse. Quand des fonds spécialisés parient à la baisse sur l'action SpaceX, ça pue du cul quand même. Hein. Ça pue du cul. Avec encore plus d'actions sur le marché en août, SpaceX pourrait annoncer qu'ils ont conquis la Lune et qu'ils y ont trouvé de l'or, qu'il n'y aurait pas assez d'argent sur le marché pour acheter l'action. Résumé un investisseur dans le Financial Times du 18 juillet. Le 22 juillet, pas moins de 111 millions d'actions, soit 17% du flottant de SpaceX, étaient vendues à découvert selon le Wall Street Journal. Chess.com. Je joue plus aux échecs en ce moment. Moi j'étais à 750 Elo, donc tu m'aurais défoncé. Bon bref. Ok. 17% du flottant de SpaceX était vendu à découvert. Non mais c'est vraiment... C'est un scandale cette histoire. Hein. J'ai bien fait de pas faire de séquence sur... Ah regardez le premier trillionnaire. Bah non, c'était de la douille. Bien sûr, la volatilité d'un cours après une introduction en bourse est chose courante. Mais le parcours de SpaceX est dans un autre univers. Plus grande introduction en bourse de l'histoire, c'est aussi la pire en matière de performance à ce jour. Cet échec dénote celui d'un certain mode de gestion du capitalisme financier. La promesse de SpaceX était celle d'un groupe affichant sa puissance politique. Plus qu'un projet d'entreprise, on achetait avant tout l'influence d'Elon Musk et sa capacité à dicter ses conditions aux banques, aux particuliers, aux régulateurs. C'est aussi celui d'un monopole, ce qui est étroitement lié au caractère politique décrit ci-dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Autrement dit, SpaceX était le symbole du capitalisme post-néolibéral, celui où le politique et la rente déterminent l'accès au profit. Merci Claire BGN. Merci beaucoup pour ton prime. La dégringolade de l'action démontre les limites de ces solutions. Si les bulles financières peuvent, à certains moments, donner la courte illusion d'une prospérité retrouvée, la réalité, celle d'un ralentissement inexorable de l'accumulation, finit toujours par reprendre le dessus. Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient et, en attendant, l'opération SpaceX a permis à Elon Musk d'accumuler quelques dizaines de milliards de dollars au détriment de ceux qui, aujourd'hui, comptent leurs pertes.
Ok, bon, l'article était un peu technique. Hein. Voilà, Romain Rigaudin, il écrit des super bons articles. Parfois, c'est un peu ardu à faire en live. Surtout que là, je suis parti dans 2 tunnels. Le premier était super. Le premier, c'était sur le capitalisme financier américain. Et est-ce qu'on va voir de notre vivant la déchéance d'Elon Musk, etc., etc. Je trouve que c'était très bon article qui résume bien les choses. On est d'accord, il est lourd l'article. Hein. Il y a eu quelques trucs un peu techniques, j'ai pas tout compris dans les détails, mais on a quand même compris l'essentiel. Je vous mets le lien de l'article dans le chat. Il y a eu 2 tunnels en plus, 2 ou 3. Premier tunnel très bien, sur le capitalisme financier, etc., etc. J'étais très content de ce que j'ai pu dire. Deuxième tunnel peut-être un peu moins nécessaire, où je m'énerve et je suis en mode bon. Et on me parle des fitna entre streamers de patati patata. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. En tout cas, en conclusion, ceux qui regardent ça sur YouTube, avis sur la pâte du team. C'est quoi votre avis sur ces gros raslards de la pâte du team? Je plaisante, bien sûr, je plaisante. C'est ça le truc, c'est que je suis en mode, allez, on arrête. Et je peux pas m'empêcher de remettre une pièce dans la machine parce que quand même, ça me fait rire. Ça me fait marrer. Non, avis sur Elon Musk? Avis sur Elon Musk? La team YouTube? C'était une blague. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Avis sur Elon Musk? Est-ce que vous pensez, premier degré, qu'on va assister au downfall d'Elon Musk? Ou est-ce que vous pensez que non, il va s'en sortir indemne? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des midterms cette année et que Trump va se prendre la dérouillée de sa vie? Ou est-ce que vous pensez que Trump va tout verrouiller et que c'est d'ores et déjà une dictature? N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, partager la vidéo, vous abonner bien sûr, et pourquoi pas me donner votre avis sur la pâte du team. J'arrête. Allez, bisous. Bisous.